Eric Le Floch Prigent, bonjour. Bonjour. Vous avez 70 ans, 78 ans et vous avez longuement travaillé dans les coulisses du pouvoir et en étant président notamment quatre grandes entreprises qui sont très importantes comme Poulenc, Elf, SNCF, GDF. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez cessé d'être le mouton noir pour reprendre les mémoires que vous avez rédigées? Non, on peut dire que je suis toujours anticonformiste et que désormais je suis président de quelques PMI et à 78 ans, tout le monde attend que je prenne ma retraite et moi, j'en ai pas très envie. Donc, j'ai envie de continuer, en particulier à être dans le secteur de la production, qui a toujours été mon addiction principale. Et je suis heureux de pouvoir travailler avec des jeunes gens qui sont très talentueux et qui font des choses magnifiques. Vous avez une connaissance vraiment très fine de l'univers de l'énergie. D'abord, j'ai envie de vous interroger, même si on va partir sur d'autres sujets après. La guerre contre l'Ukraine aujourd'hui va-t-elle avoir être un devin, mais va-t-elle avoir des effets considérables et lesquels? Il y a un effet dévastateur, c'est clair. C'est-à-dire que la politique menée par l'Union européenne, en particulier par l'Allemagne, s'avère un échec complet, une catastrophe. C'est-à-dire que vouloir faire absolument, contre l'avis de tous les techniciens, beaucoup d'éolien et de solaire dans un pays comme l'Allemagne, dans les pays limitrophes, est une absurdité si jamais on n'a pas de gaz pour faire en sorte que dans les 75% du temps où il n'y a plus de vent, il n'y a plus de soleil, il n'y a pas une autre source d'énergie qui vienne à partir du moment où on est anti-nucléaire. Donc, les anti-nucléaires sont en train de prendre un coup décisif, à mon avis, en Europe, et ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est-à-dire que soit on continue à être dépendant de la Russie avec tous les effets que ça provoque aujourd'hui, soit on essaie de trouver des solutions, et cette solution, pour les 10, 20 ou 30 ans qui viennent, c'est une solution où il y a beaucoup de nucléaire et beaucoup de diversification. Ce qu'on avait prévu au départ, lorsqu'il y avait eu la première fois le coup de Trafalgar qui a consisté à mettre les Occidentaux en difficulté avec le prix du pétrole en 1973. Ce coup de Trafalgar n'a pas Mhm. été compris. Oui. Or, il était clair qu'il faut une énergie abondante, bon marché, et que pour ça, il faut diversifier les sources et diversifier le mix énergétique. Eh bien, les Allemands, les Autrichiens en particulier, ne l'ont pas compris. Et par conséquent, il y a une difficulté majeure aujourd'hui, c'est le fait d'être dépendant. Vous avez connu dans votre parcours, je le disais, l'Afrique et sur ce sujet que je voudrais vous faire venir. Comment voyez-vous aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme la dernière frontière, est-ce que aujourd'hui il y a les conditions pour cette émergence, vous qui aviez sillonné ce continent? Alors, il y a deux sujets africains. Le premier sujet, c'est celui des gouvernants et de la confiscation par un certain nombre de gouvernants, un trop grand nombre de gouvernants, des aides ou des richesses nationales. Alors, ça, c'est le premier sujet qui est terrible parce que d'un côté, on a effectivement un certain besoin de stabilité, et cette stabilité a conduit au pire qui soit, c'est-à-dire à l'autocratie et à la confiscation des biens les plus importants par un certain nombre d'autocrates. La deuxième chose qui est préjudiciable à l'avenir de, de l'Afrique, Ouais. c'est la difficulté à la transformation des matériaux bruts en matériaux tout court, c'est-à-dire en matériaux vendables, et ceci est directement lié à la politique énergétique. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas, alors la confiscation bien sûr par les autocrates est un sujet, mais derrière ça, il y a une absence de volonté
de faire la première ou deuxième transformation des matériaux en Afrique. Et c'est une politique, véritable politique industrielle. Et cette politique industrielle ne peut être basée que sur une énergie abondante et bon marché et Oui. diversifiée. Et ceci n'a pas été une priorité des différents autocrates. Et Oui. désormais, la démographie étant galopante, disons que les besoins d'énergie dépassent très largement les capacités de construction immédiate de centrales Oui. électriques ou de raffineries ou d'autres installations industrielles. Ceci est épouvantable parce Oui. que il y a ces deux facteurs, l'autocratie confiscatoire Oui. et l'absence de volonté industrielle, mais l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne, dans un grand embarras. C'est un Oui. peu mieux en Afrique du Nord, comme vous le Mhm. savez, Mhm. mais c'est seulement un peu mieux. On le dit et on le répète, 1 milliard 300 millions, 30 millions de kilomètres carrés, des richesses euh, considérables. Colossal, Euh, colossal, oui, colossal. Vous ne pouvez pas imaginer. oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, certains avancent l'idée d'une industrialisation, vous qui êtes un spécialiste, comment faut-il l'aborder dans le cas de l'Afrique? Par l'énergie et par l'énergie abondante et bon marché. Et c'est pourquoi, lorsque les intellectuels français provoquent les Africains en disant mais vous devez absolument ne pas utiliser vos richesses et faire de l'éolien et du solaire, ce sont des mauvaises intentions et des mauvais conseils. Il faut utiliser l'énergie abondante et bon marché que vous avez, vous, l'ensemble des pays africains. Alors, de temps en temps, vous avez des richesses grâce au, à la grande fracture au centre de l'Afrique. Vous avez des ressources géothermiques. Bon, ça, c'est très bien, ça fait plaisir à tout le monde. Mais vous avez également du pétrole, du gaz, et il faut savoir utiliser le pétrole et le gaz et ne pas écouter les gens qui vous disent mais non, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Non, il faut l'utiliser. Et pour cela, il faut accepter que les autocrates mettent l'argent là où il faut, c'est-à-dire dans des installations à 100 000 barils jour et non pas dans des installations à 20 000 barils jour qui ne sont pas aujourd'hui économiques. Et par ailleurs, eh bien, Mhm. il faut faire le maximum de barrages dans les différents pays de manière à avoir une électricité abondante et bon marché. Je répète que à partir du moment où on a compris que l'industrialisation d'un pays se fait avec une énergie abondante et bon marché, on a compris la majorité des problèmes de l'Afrique aujourd'hui. Peut-on aujourd'hui dresser la carte des matières premières pour avoir une idée claire de cette richesse et on voit aussi qu'il y a derrière énormément de convoitises. Alors, les richesses, il y a des secteurs absolument exceptionnels, dans des secteurs géographiques exceptionnels. C'est-à-dire que lorsque vous avez un pays comme la Guinée-Conakry, que vous avez un pays comme la République démocratique du Congo, quand vous avez un pays comme Madagascar, vous dites, bon, a priori, c'est relativement facile de trouver des solutions si jamais on a une politique suivie d'utilisation correcte des richesses, c'est-à-dire si on fait la première et la deuxième transformation. C'est-à-dire qu'un pays comme le Togo, par exemple, si on prend un petit Oui. pays qui a les meilleurs phosphates du monde, n'utilise pas aujourd'hui les phosphates pour faire une industrie des produits phosphatés. Bon, c'est un scandale. Il est bien évident que c'est ça qu'il faut faire. Mais à partir du moment où on a un autocrate qui se sert, il n'a plus besoin de ça, puisqu'il gagne son argent tranquillement en vendant ses phosphates. C'est tout cet ensemble de faits évidents qu'il faut absolument transformer et qu'il faut que les Africains transforment eux-mêmes, parce que Oui. ça ne sert à rien d'avoir des Occidentaux, des Russes, des Chinois qui viennent piller les ressources et faire ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple,
dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a du cobalt. Bon, alors le cobalt est un produit qui apparaît essentiel pour fixer le lithium et ne pas conduire le lithium à explosion, le lithium explose à l'air et à l'eau. Et le cobalt est un produit qui arrive dans les batteries dans la nouvelle folie électrique pour les automobiles. Bon, ben, ce cobalt, il est essentiellement produit en RDC, en Ouais. République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo en touche les bénéfices? La réponse est non. La réponse est non. Vous achetez du cobalt sur les marchés, sur le marché, vous l'achetez à Dubaï, et le cobalt s'en va en Chine. Voilà. Et donc, ceux qui tirent parti du cobalt de la République démocratique du Congo, ce sont les Chinois aujourd'hui. C'est un pillage qui n'est pas occidental, c'est un pillage mondial. Hein, et c'est, je crois, ce qu'il faut absolument résorber dans les années qui viennent si on veut avoir un certain équilibre Ouais. entre les continents. Nous avons un déséquilibre dans le continent africain parce qu'il y a une démographie galopante et la démographie va plus vite que le développement. Et ça, c'est une catastrophe mondiale. Pour se développer, il faut atteindre aussi une certaine masse critique. Est-ce que l'atomisation de l'Afrique est-elle un obstacle à son développement? Non, enfin, je crois qu'il peut y avoir des liens à la fois industriels, financiers, mais par contre, les autocrates qui confisquent l'essentiel des ressources, ça, c'est un handicap. Et le nombre d'autocrates est extrêmement important en Afrique. Alors, ils s'entendent comme la ronze en foire, c'est clair, mais il n'en reste pas moins que leur peuple souffre. Alors, ils peuvent dire nous avons fait beaucoup pour la santé, nous avons fait beaucoup pour la mortalité infantile, nous avons fait beaucoup pour la sécurité. Oui, il y a eu beaucoup de choses de fait avec un certain autoritarisme, mais ceci est indépendant de la confiscation d'un certain nombre de ressources qui est absolument insupportable pour l'ensemble de la population. Pour avoir un portrait aussi précis que possible de cette Afrique, faut-il s'appuyer sur les indicateurs sociaux, les indicateurs économiques pour pouvoir apprécier la situation? Bah oui, les indicateurs économiques sont importants. C'est-à-dire que effectivement, lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, vous apercevez qu'aujourd'hui, il y a un progrès, il y a une classe moyenne qui est en train de se développer, mais c'est à partir de ressources annuelles et pas à partir de ressources véritablement industrielles. C'est-à-dire que les endroits où il y a des minerais et des ressources extrêmement importantes, sont des endroits qui sont bien moins développés que la Côte d'Ivoire. Donc on voit bien ce contraste entre le fait qu'il y ait moins de richesse en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est en train de se développer de façon importante, et la Guinée qui est un trésor de minerais absolument incroyable et qui voit la métropole de Conakry s'enfler tous Oui. les jours avec des gens qui viennent de la campagne et qui sont des déshérités. Donc on voit bien qu'il y a un problème et il faut régler ce problème. Et ce problème se fait avec un développement industriel de la Guinée, de la République démocratique du Congo et de Madagascar en particulier. Il n'y a pas que ça. Il y a des richesses partout. Hein, mais je prends ces trois pays parce que ce sont des merveilles géologiques, si vous voulez. Dans ces merveilles géologiques, c'est absolument incroyable qu'on n'ait pas réussi à en faire profiter le peuple. Vous êtes un industriel et donc vous avez une connaissance et une expertise qui pourront être utiles. Est-ce que la zone de libre-échange qu'on a installée en Afrique est-elle un leurre ou ça va apporter, pousser à la convergence et surtout à réaliser un marché, mais un marché sans véritablement valeur ajoutée? Tant qu'il y a l'existence d'un grand nombre de confiscateurs
des richesses, ça n'amènera pas à grand-chose. Il faut arriver à bousculer cette confiscation des richesses. Ça, on n'avance pas. Et aujourd'hui, la démographie va plus vite que la non-confiscation. Alors, c'est pas, cet outil-là n'est pas indifférent, c'est un outil utile. Hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a aucun progrès. Si, il y a des progrès dans la tête des gens, mais il faut que ces progrès se manifestent dans la réalité. Et la réalité, c'est la première et la deuxième transformation des produits minéraux et les autres, c'est-à-dire également le gaz et le pétrole, qui doivent servir en priorité les populations. Il y a un mot qui revient dans le novlangue mondial, c'est le doing business. Comment le voyez-vous en Afrique si on part de ce système? Ah, c'est-à-dire que il y a des businessmen et il y a énormément de gens. J'ai lu en particulier un interview de Tidjane Thiam, l'ancien patron de banque suisse et qui est d'origine ivoirienne. Je ne sais pas s'il est toujours ivoirien ou pas, bon, et qui dit bon, investir en Afrique, c'est faire beaucoup d'argent. Investir dans quoi? C'est-à-dire que si jamais il s'agit d'investir pour spolier, ça, tout le monde sait faire. L'important, c'est d'investir pour que le continent africain se développe effectivement. Et là, disons que je vois beaucoup de prédateurs et pas beaucoup de gens qui ont la volonté de changer les choses dans les pays. Et qui, ces prédateurs sont assez contents finalement de pouvoir recueillir des permis d'exploiter des autocrates existants. Ils sont satisfaits. Donc, et c'est ça que je condamne. Je ne me fais pas énormément d'amis en faisant ça, mais j'ai suffisamment, on pourrait dire, j'ai suffisamment d'ennemis sur la planète. Mais disons que il n'en reste pas moins que ça me tord les boyaux parce que je me sens autant breton qu'africain et le fait de voir ce continent que je trouve absolument exceptionnel ne pas arriver à se développer vraiment est un obstacle complet au bien vivre mondial. Et on s'aperçoit que finalement la Sud-Afrique, qui était quelque chose qui se développait de façon exceptionnelle, Oui. est en train de marquer le pas aujourd'hui parce que il y a trop il y a trop de prédateurs autour de tout le monde. Voilà. Oui, mais je ne peux pas ne pas vous interroger sur Je vous en prie. la place de la France, sur la France-Afrique, parce que c'est un sujet très important et on sent qu'il y a un déclassement français en Afrique et puis surtout une espèce de rejet aujourd'hui inexplicable. Comment aujourd'hui analysez-vous d'une façon sereine cette réalité? Je suis très serein sur la conduite passée, contrairement à ce qui est dit ici et là. C'est-à-dire que nous avons eu des Français exceptionnels dans ces pays qui ont cherché le bien de l'Afrique, qui l'ont peut-être fait maladroitement, mais et pour certains qui se sont remplis les poches, mais d'une façon générale, le les, euh, les liens, je dirais, fraternels entre beaucoup de Français et l'Afrique se voient à la fois dans les rues d'Abidjan, de Brazzaville ou de Kinshasa et les rues en France et dans la plupart des métropoles. Donc on voit bien qu'il y a eu un mélange et que ce mélange était intéressant. Alors après, il y a eu la politique des États et le fait qu'il y a eu des prédateurs en tant que pays qui sont venus. Il n'y a pas de doute que l'introduction de la Chine en RDC a été quelque chose d'exceptionnellement brutal, Oui. que la façon dont les Russes
sont arrivés en RCA et maintenant au Mali est extrêmement brutal aussi, et que le gouvernement français n'a pas compris quelle était l'évolution de l'Afrique et a fait une politique de gribouille. Bon, alors, cette politique de gribouille dure depuis 10-15 ans, avec des mots pas très sympathiques à l'égard des populations africaines, avec une incompréhension de ce qui avait été fait par la France et de ce que les Français pouvaient avoir de liens physiques, psychologiques, philosophiques avec l'Afrique. Et effectivement, cela conduit avec des manipulations diverses à un rejet de la présence française dans énormément de pays, ce que je regrette. Mais disons que je pense que ça n'a qu'un temps. Le français est une langue parfaitement répandue là-bas. La culture française est espérée. Les Français sont bien vus, mais c'est les politiques gouvernementales qui n'ont pas été au niveau de ce qui aurait pu être attendu par les uns et par les autres. Et nous avons eu la faiblesse de considérer que une armée libérateur, en restant dans un pays, ne devenait pas une armée d'occupation. Ça a toujours été le cas dans l'ensemble des pays du monde. J'ai connu ça avec d'autres gens qui étaient les Cubains libérateurs, vous vous souvenez, en Angola, et au bout de quelques années, les Cubains libérateurs étaient devenus des arrogants qui étaient rejetés par l'ensemble de la population angolaise. Donc, nous ne sommes pas les premiers à vivre ça, et il faut apprendre que les contacts avec la population, si jamais ils sont uniquement militaires, se transforment en armée d'occupation et en rejet. Pour conclure, Je l'ai toujours dit, et disons que je ne change pas d'opinion au vu de ce qui vient de se passer. Pour conclure cet entretien, je ne vais pas vous pousser à faire de la politique fiction, mais votre retour d'expérience, votre connaissance de un certain nombre de dossiers, est-ce que vous pourriez construire quelques pistes sur ce qu'il faut avoir pour pouvoir faire décoller l'Afrique? Parce que vraiment, on est en 2022 et les enjeux sont considérables. Je crois que l'idée de mon ami Jean-Louis Borloo qu'il fallait électrifier l'Afrique le plus tôt possible et en se donner les moyens n'était pas une mauvaise idée. Parce que je répète que le fait de disposer d'une énergie abondante et bon marché est une nécessité historique. C'est-à-dire que si la démographie va plus vite que l'électricité, on ne pourra pas s'en sortir. Donc il faut mettre le paquet sur l'électricité. Et pour y arriver, il faut utiliser tous les moyens disponibles et ne pas aller dans les rêves d'énergie solaire et partir sur les ressources actuelles. Les ressources sont en énergie fossile et peuvent être aussi en énergie nucléaire comme en Afrique du Sud, et en géothermie, peut être en hydroélectrique en faisant des barrages sur la plupart des fleuves, et ainsi de suite. Il faut utiliser absolument tout et investir massivement en Afrique sur l'énergie et contraindre d'une certaine façon les aides, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui sont fournies, à non pas faire des villas pour les autocrates, mais faire effectivement des infrastructures énergétiques absolument indispensables au développement de l'Afrique. Moi, je dirais que si l'idée de Jean-Louis Borloo était la bonne, le fait de ne pas l'avoir exécutée est une catastrophe, et il faut revenir à cette idée directrice, comment faire de l'énergie abondante et bon marché. Alors, moi, je n'étais pas très favorable au grand barrage éthiopien, le Millennium, que mon camarade Premier ministre de l'époque avait imaginé. Mais je dois avouer que l'Éthiopie va être autosuffisante grâce au barrage Millennium en électricité, et son décollage, exactement, son décollage va, si jamais elle arrive à résoudre ses problèmes ethniques, ce qui n'est pas évident, enfin, au moins il y aura de quoi alimenter en électricité et en énergie l'Éthiopie pour qu'elle puisse transformer les matières premières dont elle dispose. Alors, maintenant, c'est un exemple de ce qu'il faut faire. Cet exemple est une possibilité, vous le savez, avec
le fleuve Congo, et on est au début du début de ce que pourrait faire en hydroélectricité le fleuve Congo, et ainsi de suite sur l'ensemble des fleuves du continent africain. Hein, donc voilà. Loïc Le Floch, Prigent, je rappelle que vous étiez vraiment mêlé à des responsabilités de premier plan. Aujourd'hui, vous êtes un industriel. Donc, Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt, j'espère. merci. Au revoir. Au revoir.